Est-ce que vous n'êtes pas un peu paumé pour trouver la caméra qu'il vous faut? Aujourd'hui, il y a tellement de modèles que j'avoue, on peut vite se perdre et pas vraiment savoir quelle caméra acheter. Donc je me suis dit que j'allais vous partager une vidéo pour vous aider justement à faire le bon choix. Quelles questions il faut se poser en fonction de ce que vous avez besoin et du coup vers quel type de boîtier vous devriez plutôt vous diriger. Je vais donc vous partager une vidéo qui vient de Vidéas Pro, un endroit justement pour les vidéastes qui mélange à la fois une partie communauté avec des discussions, des groupes de travail, des masterclass avec des invités qui vont pas juste vous parler d'eux mais donner un vrai plan d'action. On a également des lives d'analyse des vidéos de nos membres, des défis pour progresser en vidéo et un paquet d'autres choses pour vous permettre de discuter entre vidéastes. Et donc la vidéo que je vais vous montrer juste après, c'est une vidéo qui fait partie des 6 modules pour vous aider à faire de meilleures vidéos. Quel matériel acheter, comment le régler, comment bien filmer et surtout comment raconter une histoire dans votre vidéo. On a aussi la partie montage avec un module sur Premiere Pro et on vient tout juste d'ajouter un module sur DaVinci. On va justement en profondeur sur le logiciel pour le maîtriser et savoir l'utiliser à fond. Et honnêtement, là j'avoue, après pas mal de temps, DaVinci c'est très bien pensé. Et pour finir, ceux qui souhaitent justement un peu vivre de la vidéo, on a également un gros module business. On voit toutes les techniques pour obtenir des clients rapidement, savoir donner justement le bon prix à un client. On va aussi beaucoup parler d'image de marque. Qu'est-ce que vous renvoyez pour justement avoir des clients, on va dire, plus facilement. Vidéas Pro, c'est clairement un condensé des réussites que j'ai pu avoir et surtout des erreurs pour vous éviter de les faire et vous permettre d'aller plus vite, de faire de meilleures vidéos et pourquoi pas ceux qui le veulent en faire votre métier. Mais mon avis, ça vaut ce que ça vaut. C'est pour ça que le retour des membres, c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc merci aux membres de Vidéas Pro de rendre la communauté aussi vivante. Si d'ailleurs vous voulez un retour des membres, il y a pas mal d'avis sur Trustpilot là-dessus. Donc si tu veux rejoindre une vraie communauté de vidéastes, je te mets le lien en description. Alors attention, les portes restent ouvertes seulement quelques jours par an. Et donc je vous laisse avec la vidéo comment bien choisir sa caméra et nous on se retrouve à la fin. On commence le module matériel avec le plus gros morceau, la caméra. Alors je dis le plus gros morceau parce que c'est la base pour filmer évidemment, mais c'est pas non plus le plus important selon moi. Donc faut pas trop se prendre la tête pendant plusieurs jours pour choisir son boîtier. Sachez que le boîtier parfait n'existe pas, on a toujours des avantages et des inconvénients chez chacun des constructeurs. Par contre, on a certains réglages, certaines caractéristiques qui nous sont du coup primordiales et c'est ce qu'on va aller chercher pour choisir notre boîtier. Donc avant de vous décider sur quel boîtier vous devez prendre, il vous faut vous poser quelques questions. La première c'est qu'est-ce que je veux faire avec de la photo, de la vidéo, les deux, plutôt vidéo que photo ou alors l'inverse. Alors en général, la plupart des gens vont répondre les deux, je veux de la polyvalence entre guillemets. Et c'est très bien, il existe du coup de nombreux boîtiers qui sont polyvalents, ça y a aucun souci. Mais rappelez-vous qu'un boîtier bon en vidéo et bon en photo n'est finalement excellent dans aucun des deux. Donc de temps en temps, c'est bien de choisir son domaine de prédilection. Si vous savez que vous allez faire plus de la vidéo que de la photo, partez sur un boîtier orienté vidéo. Et si jamais vous voulez vraiment faire les deux, car vous n'êtes pas sûr ou simplement que vous aimez autant la vidéo que la photo, c'est ok aussi, vous allez trouver plusieurs modèles, mais gardez bien en tête qu'il sera jamais vraiment excellent et dans la vidéo et dans la photo. Ensuite, deuxième question à se poser, qu'est-ce que je veux filmer ou photographier avec ma caméra? Est-ce que j'ai plutôt envie de m'orienter vers du sport où il y a beaucoup de vitesse et donc je vais prendre un boîtier qui est plutôt réactif, ou alors je vais plutôt filmer le soir ou dans des conditions on va dire sombres, donc il me faut quand même un boîtier qui est assez performant quand il y a des basses lumières, ou alors mon but c'est je sais pas par exemple d'imprimer mes photos pour pouvoir les exposer quelque part. Donc il va me falloir un boîtier qui a des bonnes capacités de résolution. Est-ce que j'ai envie de faire des vidéos au ralenti? Dans ces cas-là, il va me falloir un boîtier avec une haute cadence d'images par seconde. En fait, le truc qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'on a des boîtiers qui sont spécialisés dans certains domaines. Donc pareil, il faut se poser ces questions-là pour déterminer ce qu'on a vraiment besoin. Deuxième chose à voir, c'est aussi hyper important, c'est le budget. Alors je vais pas vous mentir, en général, plus vous mettez de l'argent dans un boîtier, plus vous aurez des fonctionnalités différentes et donc plus vous pourrez, on va dire, varier vos plans. Par contre, le prix d'un boîtier n'a pas tant à voir que ça avec la qualité d'image que vous allez avoir. À la différence de l'objectif, qu'on va voir du coup dans la partie d'après, qui est bien plus important que le boîtier quand on veut justement avoir une bonne qualité d'image. Alors évidemment, il y a quand même des différences de capteurs qui vont jouer sur la qualité d'image en elle-même, on verra ça d'ailleurs après, mais j'en vois tellement qui me disent qu'ils veulent mettre 2-3 000 euros dans un boîtier pour avoir une très bonne qualité d'image, et ça clairement c'est une erreur parce qu'aujourd'hui on peut avoir avec un boîtier qui coûte 1000 euros une très bonne qualité d'image tant qu'on a le bon objectif qui va avec. Donc ça c'est super important, mais quand vous réfléchissez à votre budget, pensez et gardez toujours en tête qu'il faut aussi avoir le budget objectif dans le budget global. Ce que je conseille assez souvent, c'est justement imaginons vous avez 2000 euros de budget, prévoyez 1000 euros pour le boîtier et 1000 euros pour les objectifs. Je dis souvent de diviser en fait le budget par deux pour avoir un de chaque. Pareil, je conseille souvent d'attendre si jamais vous avez un petit budget, j'entends on va dire 500 euros pour acheter une caméra et un objectif. Parce que honnêtement, il vaut mieux attendre et économiser pour acheter un bon boîtier plutôt que d'aller vite et de
prendre un boîtier plutôt bas de gamme qui, vous allez devoir le changer d'ici 9 mois, quoi. Une fois qu'on a répondu à ces différentes questions, on va regarder plusieurs caractéristiques sur les boîtiers qui nous intéressent pour voir si ça peut coller. Première chose à regarder, le capteur. La différence de prix va en général se justifier par la taille du capteur. Vous avez peut-être entendu les termes plein format, APS-C ou micro 4 tiers. Ces termes-là définissent la taille du capteur et plus vous avez un grand capteur, meilleure la qualité d'image sera. Alors je mets des guillemets parce que si on prend l'exemple du Sony A7 III, qui a été une référence pendant des années et qui l'est encore un petit peu aujourd'hui, ce boîtier a un capteur plein format, donc top, on pourrait se dire que c'est un grand format, donc il a une très bonne qualité d'image, ce qui est à peu près le cas. Mais pour balancer, la Red Komodo, qui est une caméra cinéma, a un capteur Super 35, qui est du coup plus petit que la 7 III. Sauf que sur le papier, la Red Komodo a quand même une meilleure qualité d'image que le Sony A7 III, c'est normal. Donc le capteur ne veut pas forcément dire une meilleure qualité. Par contre, un plus grand capteur va vous donner un meilleur piqué d'image, de meilleures performances en basse lumière en règle générale, et aussi un flou d'arrière-plan un peu plus prononcé. Alors, à savoir aussi, ça reste important, si vous avez un boîtier avec un capteur APS-C par exemple, les objectifs n'ont pas la même valeur que sur un plein format. Si vous voulez une vue, on va dire extra large, vous allez souvent prendre un objectif 16-35 mm. C'est souvent les objectifs qui sont assez connus là-dessus. Sauf que sur un APS-C, ça fait un 25-55 mm. Donc du coup, c'est plus un ultra grand angle. En fait, quand on parle de coefficient multiplicateur, en fonction de la taille de notre capteur, on va pas avoir le même coefficient. Et ça, faut le prendre en compte pour l'achat de nos objectifs par la suite. Voici un tableau avec les différents coefficients multiplicateurs en fonction de la taille de votre capteur. Prenez ce chiffre et multipliez-le pour avoir la focale réelle de votre objectif. Alors après, vous inquiétez pas, on va en reparler juste après dans la partie objectif. Donc si on revient du coup au boîtier, en général, je recommande plutôt d'avoir un capteur plein format. C'est plus polyvalent globalement et ça donne quand même une meilleure qualité d'image dans l'ensemble. Mais il y a des boîtiers avec des capteurs APS-C ou micro 4 tiers qui fonctionnent aussi très bien. Ok, donc quand on parle de capteur sur un boîtier, on a souvent écrit le nombre de mégapixels. Ça, c'est devenu un terme marketing pour vendre des téléphones. Mais dites-vous bien que les mégapixels en vidéo, on s'en tape. Il vaut mieux avoir moins de mégapixels pour avoir une qualité d'image supérieure, surtout quand on est en basse lumière. Si jamais je prends par exemple mon exemple, moi j'ai un Sony A7S III qui est du coup un capteur plein format et seulement 12 mégapixels. Comparé à des téléphones qui vendent on va dire 48, 64 voire même 108 mégapixels, vous vous doutez bien que mon Sony a une meilleure qualité d'image par rapport à un téléphone. Donc ne tombez pas dans le panneau du nombre de mégapixels, surtout si vous cherchez un boîtier orienté vidéo. Par contre pour de la photo, là le nombre de mégapixels est quand même un peu plus utile, surtout si jamais vous voulez imprimer vos tirages. En gros, plus le boîtier a de mégapixels, plus il y aura du détail dans votre photo, et donc quand vous allez vouloir recadrer ou alors zoomer dans votre photo, du coup vous allez perdre très peu en qualité d'image. Après perso, je prends quand même énormément de photos avec mon Sony A7S III qui a que 12 mégapixels, et pour les réseaux sociaux ça suffit largement. Il y a même eu des vidéos où des gars sortaient des tirages photos avec sortie de boîtier à 12 mégapixels, et honnêtement les gens voyaient pas la différence. Donc clairement, faut vraiment s'y connaître et avoir l'œil pour voir la différence. Mais même après plusieurs années d'expérience, il y a énormément de gens qui, eux, peuvent pas la voir, quoi. Ensuite, un autre critère à prendre en compte, c'est la résolution. Est-ce que je veux filmer en 1080p et en 4K? Maintenant, quasi tous les boîtiers permettent de filmer en 4K, qui commence quand même à devenir le standard, mais encore énormément de clients, je dirais peut-être 80-90% des clients demandent des vidéos en 1080p, simplement parce que eux préfèrent la diffuser cette vidéo-là sur leur site internet, donc ils peuvent pas héberger, on va dire, une vidéo qui est plus lourde. Donc c'est pas non plus indispensable d'avoir de la 4K, bien que je recommande d'en avoir, c'est mieux, surtout quand on veut même faire des montages en 1080p. Mais voilà, faut pas vous dire que si jamais votre boîtier fait pas de 4K, c'est la fin du monde. C'est pas vrai. Maintenant, vaut mieux investir dans une caméra qui fait de la 4K, parce que d'ici les prochaines années, ça va devenir un indispensable. Ah oui, alors ça aussi, c'est un autre argument un petit peu marketing, mais tous les boîtiers qui filment en 6K, en 8K, laissez tomber. Honnêtement, ça sert à rien. On est encore très loin de pouvoir lire des vidéos correctement en 6K et en 8K. Et en tout cas, pour 98% des vidéos que vous allez faire, ça sera jamais publié dans cette résolution-là. Donc honnêtement, en tout cas, je trouve que personnellement, ça sert pas à grand-chose. Sauf pour cas précis, si jamais vous faites des interviews, vous voulez vraiment zoomer dans l'image, etc. Mais honnêtement, pour la très grande majorité des gens, ça va pas leur servir. Alors forcément, le choix de la résolution va impacter la cadence d'image par seconde. C'est du coup le nombre qui va déterminer si votre vidéo va être ralentie ou non. Donc les boîtiers font en général de la 4K jusqu'à 30 images par seconde dans un rendu, on va dire, du coup réel, et du ralenti en 1080p à 50 voire 100 images par seconde. Plus on avance, plus les boîtiers commencent à proposer de la 4K à 50 images par seconde, donc à du ralenti, mais on n'y est pas encore, en tout cas pas sur les boîtiers, on va dire plutôt entrée de gamme. Donc à vous de voir si le ralenti c'est vraiment important pour vous ou pas. Je pense que c'est bien d'avoir quand même un appareil qui vous donne la possibilité de filmer au ralenti en 4K. Ça va vous permettre de varier vos plans et du coup d'avoir une seule résolution et pouvoir choisir du coup au montage. C'est pour ça que je pense
que le 50 images par seconde est quand même assez utile. Par contre, personnellement, je filme jamais en 4K 100 images par seconde. Je filme au ralenti à 50 images par seconde grand max et pour moi c'est largement suffisant. Donc clairement, si jamais vous êtes en pleine réflexion sur un boîtier et que vous voulez le garder plusieurs années, je vous conseille de prendre un boîtier qui est capable de faire de la 4K 50 images par seconde. Mais encore une fois, c'est pas indispensable. À vous de voir si vous en avez réellement besoin ou pas. À regarder aussi, c'est la profondeur des couleurs, le fameux 8 ou 10 bits. Alors ça, peut-être que vous l'avez jamais entendu parler, pourtant c'est un réglage qui est hyper important. Le seul truc que vous devez comprendre, c'est que le 10 bits a beaucoup plus de couleurs, ce qui veut dire que les dégradés, notamment pendant les couchers de soleil, seront beaucoup plus doux et naturels. Si jamais on le compare aux 8 bits, on peut avoir des espèces de petits artefacts dans le ciel qui sont pas très jolis, c'est assez rare de les avoir, mais on peut en avoir. Donc évidemment, à choisir, je recommande plutôt le 10 bits par rapport aux 8 bits. Ça permet d'avoir plus de possibilités au montage, surtout d'avoir une meilleure qualité d'image. Mais le 8 bits pour la grande majorité des plans que vous allez faire, ça reste utilisable. C'est juste que ça limite un peu plus les possibilités. Pour choisir notre boîtier, on regarde aussi les performances en basse lumière. Ça se lit du coup en ISO. On a souvent un ISO minimum et un ISO maximum qui nous donne quand même une bonne indication sur les performances en basse lumière. À savoir que plus vous avez un grand capteur, plus vous aurez de bonnes performances en basse lumière, notamment avec un capteur plein format. À noter aussi que toutes les marques ne sont pas sur le même pied d'égalité en ce qui est de la gestion en basse lumière. Sony reste clairement le meilleur dans le domaine pour l'instant. Donc si vous comptez filmer le soir ou dans des environnements, on va dire plutôt sombres, regardez bien cette partie montée en ISO et notamment les différents boîtiers de chez Sony parce que c'est là où ils sont très très bons. Un élément important aussi à regarder, il commence à en avoir pas mal mais c'est bien, on commence à faire une petite liste, c'est l'autofocus. C'est important de savoir si vous allez pouvoir vous reposer ou pas sur l'autofocus de votre boîtier. Évidemment, les boîtiers les plus récents sont de plus en plus performants en autofocus, comme pour les basses lumières d'ailleurs, mais certaines marques restent quand même pas mal dans le domaine, notamment Canon et Sony, qui ont deux technologies qui sont vraiment excellentes en autofocus. Bien que Panasonic est en train de rattraper son retard avec justement cette partie autofocus, ils sont quand même pour moi encore un peu en dessous des deux, que ce soit Sony et Canon. Donc pareil, si ça c'est un des critères qui est hyper important pour vous, peut-être plus vous orienter vers ces marques-là, que ce soit Canon ou Sony, pour choisir votre boîtier. Important à regarder aussi, ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin, c'est la stabilisation de votre boîtier. Si jamais vous comptez filmer à main levée, la stabilisation va être indispensable pour vous. Et du coup, en général, on parle de stabilisation mécanique, c'est-à-dire que le boîtier va compenser les mouvements que vous allez faire pour garder votre vidéo stable. Donc simplement, c'est votre boîtier qui va, on va dire, faire bouger le capteur pour limiter les à-coups dans votre plan. Et ça, du coup, c'est une caractéristique qui est hyper importante à regarder. Est-ce que le capteur est stabilisé ou pas? À savoir que les capteurs plein format sont souvent plus complexes à stabiliser que les plus petits capteurs. Et pareil, on va dire que certaines marques se débrouillent quand même pas mal, je dirais un peu mieux dans tout ce qui va être justement stabilisation. Mais c'est très important de regarder déjà si le capteur est stabilisé et ensuite si la stabilisation est bonne avant de choisir son boîtier si jamais c'est un critère qui est important pour vous. Par contre, si jamais vous voulez toujours laisser votre caméra sur un trépied pour faire des interviews, pour vous filmer ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un capteur stabilisé. Mais en général, on a souvent besoin de prendre la caméra à la main, donc c'est toujours mieux d'en avoir un. Et on va pas se mentir, ça va souvent jouer sur les différences de prix. Un capteur non stabilisé sera souvent moins cher qu'un capteur stabilisé. Alors aussi, ça c'est un point sur lequel on néglige ou auquel on pense pas forcément, c'est l'ergonomie, notamment le poids et la taille du boîtier. Est-ce que vous voulez un écran retournable? Est-ce que vous voulez utiliser votre boîtier dans des conditions, on va dire, plus sauvages, voire même extrêmes? Si jamais c'est le cas, du coup, il vous faut un boîtier tropicalisé, c'est-à-dire qui va résister à l'eau, tout ce qui va être infiltration d'eau. Alors on va pas non plus le tremper dans une piscine, mais si jamais il pleut un petit peu, d'avoir un boîtier tropicalisé, ça aide quand même pas mal. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est l'ergonomie. Est-ce qu'il tient bien dans la main? Est-ce que c'est agréable de l'avoir? Est-ce que justement vous n'allez pas fatigué parce que le boîtier est tout petit? Ça typiquement, c'est quand même super important comme caractéristique à regarder quand on achète un boîtier. Et dernière chose qui est... je pense peut-être on va dire la plus importante, c'est la possibilité d'objectif avec ce boîtier. Est-ce que j'ai un large choix d'optique si jamais je pense au boîtier? Si la réponse est non, on va très vite se trouver un petit peu limité et du coup forcément on va être frustré. Typiquement le grand gagnant c'est Sony, ils ont je crois un peu plus de 70 ou 80 objectifs différents avec les différentes marques tierces comme Tamron, Sigma et encore plein d'autres. Le parc d'optique de chez Panasonic est en train de se développer de plus en plus, là où Canon c'est un peu plus compliqué. Les optiques qu'ils ont sont excellentes, sont de très très bonne qualité,
mais on a un peu moins de choix. Et ça, comme choix, c'est hyper important parce qu'un boîtier, on va dire qu'on le change tous les 2-3 ans avec les évolutions qu'on peut avoir. Par contre, les optiques, on les garde beaucoup plus longtemps. Donc, vaut mieux aller choisir la marque d'optique ou du moins la monture que vous voulez le plus utiliser. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver du coup un boîtier qui correspond à ces optiques. Donc, notez dans un coin de votre tête ou sur un papier toutes les réponses aux questions qu'on a vues. Ça vous permettra de définir ce que vous avez vraiment besoin et aussi combien vous pouvez mettre là-dessus. Croyez-moi que c'est clairement pas une étape à négliger. Il faut prendre le temps de faire les choses bien. Maintenant, c'est pas non plus une fin en soi. Dans tous les cas, tous les boîtiers qui sont un minimum récents avec des objectifs aussi récents, ils sont quasiment, enfin pas tous la même qualité, mais ça reste excellent. Donc n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous tromper. Au pire des cas, vous pouvez toujours changer de boîtier. Par contre, les objectifs, ça sera un peu plus compliqué à changer. Ok, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On en a, je sais pas, je crois un peu plus de 200 dans la formation. Si jamais celle-ci vous a intéressé, encore une fois, je vous mets le lien en description. Et nous, on se dit à la prochaine. La bise!